C'est quand même terrifiant de se dire qu'on peut vivre 8 ans avec quelqu'un, Ouais, partager le même lit, les mêmes repas. exactement, la même routine tous les jours, et puis se réveiller un beau matin pour réaliser qu'on cohabite avec un parfait inconnu. C'est le cauchemar de tout le monde, en fait. C'est clair. Et pourtant, ce glissement vraiment silencieux vers l'indifférence, c'est la menace numéro un de presque toutes les relations à long terme. Absolument, ouais. Du coup, aujourd'hui, l'objectif de notre exploration, c'est d'aller gratter un peu sous le vernis des belles histoires. On va décortiquer la véritable mécanique de l'amour durable. Et pour ça, on a un support assez incroyable. Ah ça oui, on se plonge dans une analyse approfondie d'un documentaire, enfin c'est un vlog documentaire, de 90 minutes qui a été créé par un vidéaste nommé Lucas. Un format très immersif, ouais. Et le titre, il annonce immédiatement la couleur. Ça s'appelle L'amour dans les égouts. C'est vrai que le contraste entre le sujet, l'amour et ce titre, c'est saisissant. Mais c'est d'une pertinence vraiment chirurgicale quand on y pense. Ah ouais, tu trouves? Quand on pense au romantisme, particulièrement avec toute cette imagerie parisienne qu'on a l'habitude de voir en toile de fond, Oui, les clichés parfaits quoi. voilà, on visualise immédiatement la surface, tu sais, les dîners aux chandelles impeccables, les petites balades le long de la Seine, les couchers de soleil. Le pari des cartes postales. C'est ça, une esthétique super lisse, brillante, très instagrammable, quoi. Mais en choisissant le terme dégoût, Lucas, il nous invite à descendre dans les bas-fonds. Là où c'est un peu moins glamour. Exactement, là où circule tout ce qui est essentiel, en fait. Mais qu'on refuse généralement de montrer au grand jour. C'est totalement l'analogie de la plomberie, en fait. C'est marrant parce qu'on passe notre temps à scroller sur les réseaux pour admirer la décoration d'une maison de rêve. Tout à fait, on s'extasie sur la couleur des murs. Ouais, sur le design du canapé. Mais on oublie systématiquement que pour cette baraque, elle s'effondre pas au premier gros orage. Il faut une tuyauterie robuste. Et des fondations solides en sous-sol, ouais. C'est ça. Et soyons honnêtes, prendre en photo un tuyau en PVC ou réparer une fuite d'eau, ça récolte pas beaucoup de likes. Non, c'est sûr que c'est moins vendeur. Le problème, c'est que pendant qu'on est occupé à repeindre les murs du salon, les tuyaux y rouillent gentiment à l'abri des regards. Et on remarque la micro-fuite que quand le plafond s'effondre. Et cette métaphore, elle illustre mais parfaitement le drame de l'isolement moderne des couples. Ce qui rend la démarche de Lucas si précieuse dans ce vlog, c'est vraiment le cadre bienveillant qu'il installe. Oui, il faut le préciser, l'approche est super respectueuse. C'est ça, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de sensationnalisme, aucun voyeurisme. C'est même pensé pour être regardé en famille. C'est juste une observation hyper honnête. Parce que la société contemporaine, elle nous vend constamment ce mythe de la passion flamboyante et perpétuelle. Et c'est un piège. Parce que du coup, quand la routine, qui est inévitable au passage, finit par s'installer, il y a un immense sentiment de honte qui apparaît. On se dit qu'on a raté quelque chose. Exactement, les partenaires commencent à ressentir de la distance, ils croient qu'ils sont les seuls au monde à vivre cette baisse de régime, et du coup, ils se taisent. Et c'est ce silence qui crée le gouffre. Voilà, un gouffre énorme. Et ce gouffre, il se creuse pas en un jour. Pour comprendre comment cette fameuse routine, elle s'infiltre, un peu comme notre fuite d'eau silencieuse de tout à l'heure, le documentaire expose un premier cas. Le cas d'Anna et Marc. Ouais, c'est fascinant. Donc, on a Anna, 34 ans, et Marc, 37 ans. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Un cap important, les 8 ans. Ouais, carrément. Au départ, c'est l'étincelle classique, quoi. La rencontre au boulot, la fusion totale, on ne se lâche plus. Mais aujourd'hui, Anna, elle décrit une réalité qui est juste épuisante. La logistique pure qui prend le dessus. C'est ça. Les retours du travail où t'as juste l'énergie de t'affaler sur le canapé, les échanges qui se limitent à la liste des courses, et une disparition mais totale de l'intimité émotionnelle. C'est ce fameux cap critique. La phase de lune de miel, qui est en fait motivée par un cocktail d'hormones hyper puissant, elle est terminée depuis un bout de temps. Jusqu'au moment où Anna, elle n'en peut plus. Et elle décide de briser la glace. Elle exprime très clairement son sentiment de solitude extrême à Marc. Et sa réaction est assez incroyable. Il tombe des nues. Il est sincèrement choqué. Il avait aimé, alors absolument rien vu venir. Et ça soulève une question vraiment vertigineuse. Laquelle ? Comment c'est humainement possible de dormir dans le même lit que quelqu'un, de partager la même cuisine tous les jours et d'être frappé d'une telle cécité émotionnelle? C'est vrai que ça paraît fou vu de l'extérieur. Comment on peut ignorer à ce point la détresse de la personne qui vit sous notre toit? En fait, l'explication, elle relève ni du cynisme, ni d'un manque d'amour de la part de Marc. C'est de la neurobiologie fondamentale. Attends, la neurobiologie. Ouais, c'est le phénomène de l'habituation. Il faut savoir que le cerveau humain, il consomme énormément d'énergie. En gros, 20% de nos ressources. Ah oui, quand même. Donc, pour survivre, il est littéralement programmé pour créer des raccourcis et ignorer ce qui est constant et sécurisant autour de nous.
Donc, au début d'une relation, Au début, l'autre est une nouveauté imprévisible, donc le cerveau est en alerte maximale, il scrute chaque micro-expression, chaque changement de ton. mais après 8 ans, Marc a classé la présence d'Anna dans la catégorie environnement stable et non menaçant, c'est ça? Exactement. Donc en gros, le cerveau de Marc a transformé Anna en meuble de salon pour économiser de la batterie, quoi. C'est une façon un peu brutale de le dire, mais oui. Sans crise majeure ou conflit ouvert, son système nerveux à lui ne ressentait plus du tout le besoin de faire des mises à jour émotionnelles. C'est fou de se dire que la proximité physique quotidienne, ça lui donnait juste l'illusion de la proximité affective. C'est un biais biologique, pas un défaut moral, mais c'est un biais cognitif qui est extrêmement dangereux pour le couple s'il n'est pas conscientisé. Et justement, pour contrer cette cécité biologique, ils ont mis en place une parade redoutablement simple dans le documentaire. Pas besoin de thérapie de choc ni de partir à l'autre bout du monde. Non, juste une promenade le soir. C'est tout. Mais un espace sanctuarisé. Où ils se racontent leur journée avec une règle stricte. Aucun jugement. C'est vraiment l'antidote à l'habituation. Forcer le cerveau à refaire une mise à jour consciente de l'état émotionnel de l'autre. C'est une excellente stratégie. Mais bon, si la biologie et l'usure du temps expliquent l'éloignement d'Anna et Marc, il y a un autre piège. Et peut-être même plus insidieux encore pour notre époque. Ah, on aborde la question du rythme de vie. Ouais. Que se passe-t-il quand la passion est toujours ardente, mais que c'est la pure vitesse de la vie moderne qui asphyxie la relation? Et c'est là que le vlog touche une corde ultra sensible pour la génération actuelle, avec ce paradoxe de la surproductivité. Le couple suivant illustre ça parfaitement. Tout à fait. On fait la connaissance de Sophie, qui a 29 ans, et Julien, 31 ans. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Un couple un peu plus jeune, donc. Voilà. Et eux, ils clament haut et fort que l'attirance et la passion, elles sont toujours là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais le problème est ailleurs. Ce sont des hyperactifs professionnels. Ils ont des carrières super exigeantes, des emplois du temps de ministres. Et le résultat, c'est une sensation de déconnexion totale. Ils s'aiment, mais ils vivent en parallèle en fait. Leurs emplois du temps, c'est comme un mur d'interférence entre eux. La charge mentale est le principal coupable ici. L'espace cognitif disponible de Sophie et Julien, il est totalement vampirisé. Par les urgences, les mails, les réunions. Les obligations sociales, tout ça. L'ironie de notre hyperconnectivité moderne, c'est qu'elle draine complètement l'énergie dont on aurait besoin pour la véritable connexion intime. Il reste tout simplement plus de bande passante mentale à la fin de la journée. Zéro. Plus d'énergie pour l'empathie. Sophie a donc provoqué un électrochoc. Elle a posé des mots très clairs sur ses attentes. Elle refuse que leurs échanges se limitent à se croiser entre deux portes pour parler logistique. Elle a besoin d'échanges profonds. Exactement. Et leur parade à eux, la planification radicale. Un concept qui fait souvent peur. Ils bloquent des soirées entières dans leurs agendas, sans aucun écran autorisé, et ils instaurent des sas de décompression. Comme quoi, par exemple? Comme l'obligation de se faire un vrai câlin en rentrant. Et là, je dois avouer que mon premier réflexe en voyant ça, ça a été de grincer des dents. Ah oui, pourquoi? Planifier des moments intimes dans un calendrier partagé, coincé entre la réunion de 15 heures et le passage au pressing de 18 heures. Enfin, je veux dire... Ça casse la magie. Ouais, ça enlève toute la magie, non? Ça ressemble un peu à une prise de rendez-vous chez le dentiste. Est-ce qu'on tue pas la spontanéité qui est quand même censée être le carburant du romantisme? Cette résistance que tu ressens, elle est tout à fait naturelle. Parce qu'en fait, elle se heurte à notre plus grand mythe romantique. Lequel? On a tous été biberonnés à l'idée que l'amour doit être une évidence fulgurante, que ça doit couler de source sans aucun effort d'organisation. C'est ce qu'on voit dans les films, quoi. Mais si on analyse la situation avec pragmatisme, on considère que c'est normal d'allouer du temps, de l'organisation et de la stratégie à nos carrières. Ouais, ou à nos finances, à notre sport. Voilà. Alors pourquoi la relation qui est la plus déterminante pour notre équilibre psychologique, elle devrait survivre seulement avec les miettes de notre emploi du temps chaotique? Ah ouais, vu comme ça, c'est un changement de perspective assez redoutable. En fait, la spontanéité, c'est un luxe qui est souvent réservé à la phase de lune de miel. Sur le long terme, l'intentionnalité, c'est le véritable outil de survie. Ouais, Julien l'a bien compris dans le documentaire. Il a réalisé qu'être un partenaire de vie, ça demande une présence active, et pas juste une cohabitation passive. Précisément. Et planifier ces moments, contrairement à ce qu'on pense, ça n'étouffe pas du tout la romance. Au contraire, ça lui construit une forteresse. Pour la protéger des assauts du quotidien, ouais. Les petits rituels, tu sais, comme le câlin conscient en rentrant du boulot, ça agit comme des ancrages pour le système nerveux autonome. Ça envoie un signal au cerveau, c'est ça? Un signal physiologique très clair, ouais. Ça dit, le danger extérieur est passé, tu es en sécurité, tu peux désactiver le mode survie.
Donc la véritable spontanéité, le rire, le désir, tout ça ne peut émerger que si l'espace mental est déjà sécurisé. Exactement. Libérer du stress. On peut pas improviser une danse au milieu d'un champ de mine, quoi. Faut d'abord déminer le terrain. C'est une très belle image. C'est quand même fascinant de voir comment l'analyse de ces couples, donc Anna et Marc d'un côté, Sophie et Julien de l'autre, convergent vers la même conclusion. Tout à fait. Et c'est là que le docu de Lucas déploie toute son utilité. Il nous laisse pas juste avec des constats un peu tristes ou sociologiques. Non, il propose des solutions. Il prend ce matériel brut et il en extrait une méthode. Il propose 3 piliers pratiques, des outils d'entretien pour cette fameuse plomberie émotionnelle. Et il mérite qu'on s'y attarde longuement. Ah oui, parce qu'ils sont d'une ingéniosité psychologique assez rare. Et ce qui fait la force de ces 3 recommandations, c'est vraiment leur dimension, je dirais, microscopique. C'est-à-dire, Elle ne demande pas de révolutionner toute sa vie du jour au lendemain, mais juste d'ajuster son comportement quotidien de manière très précise. alors allons-y en détail, parce que c'est le cœur du réacteur. Le premier pilier proposé par Lucas, c'est ce qu'il appelle la question magique. Ah, j'adore ce concept. Le principe, c'est de choisir un moment de calme, de regarder son partenaire et de lui demander spécifiquement « Qu'est-ce qui te ferait te sentir plus proche de moi cette semaine ?» Et la consigne qui suit est vitale. Ouais, c'est d'écouter la réponse dans un silence total, sans se justifier, sans interrompre. Chaque mot de cette question a un poids psychologique immense. En psychologie comportementale, la manière de formuler une requête, ça détermine l'activation ou non de l'amygdale. L'amygdale, c'est la zone de la peur et de la défense, c'est ça. Exactement, la zone responsable de la réaction de défense. Si on dit juste « pourquoi on se parle plus ?», le cerveau de l'autre perçoit une attaque. Et il lève ses boucliers. On a tout de suite l'impression d'être convoqué au tribunal. Voilà. Alors que demander « qu'est-ce qui te ferait te sentir plus proche ?», ça désamorce complètement le conflit. C'est vrai, on cherche pas un coupable pour la distance. La phrase se concentre sur le ressenti, le fait de se sentir proche, plutôt que sur des faits froids. Ça oriente l'esprit vers un objectif positif et commun. La proximité, quoi. Et il y a aussi l'ajout temporel, le 7 semaines. C'est un coup de génie, ça. Ben oui, parce que demander ce qu'on peut faire en général, ça crée une montagne insurmontable, non? Ça donne le vertige. Alors que cette semaine, ça rend la tâche tout de suite gérable. Ça transforme un affrontement stérile en vraie collaboration. Les 2 partenaires se placent du même côté de la table pour résoudre le problème ensemble. Et le fait d'écouter sans préparer sa réplique pour se défendre, ça permet à l'autre de se sentir pleinement validé. C'est brillant. Ce qui nous amène au deuxième pilier. Et lui, il semble presque ridiculement simple en apparence. C'est souvent le cas des trucs qui marchent le mieux. C'est le rituel des 5 minutes. Lucas préconise d'instaurer 5 minutes quotidiennes de connexion absolue. Mais attention, les conditions sont draconiennes. Ah oui, pas de demi-mesure. Pas de téléphone, pas d'écran au fond, pas d'enfant qui court autour. Et surtout, pas de multitâche. L'idée forte ici, c'est que la régularité mathématique écrase l'intensité ponctuelle. Attends, tu peux développer, hein. Oui, en fait, ce pilier, il s'attaque de front au mythe du grand geste. Ah oui, le fameux grand geste romantique. Culturellement, on nous laisse croire qu'une relation en péril, ça se sauve en réservant un week-end surprise à Venise ou en achetant un bijou hors de prix. Genre, on compense des mois de silence avec un gros chèque. Exactement. Or, la physiologie humaine, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Notre sécurité affective, elle se nourrit pas de pics massifs et rares de dopamine. Elle a besoin de quoi alors? Elle a besoin d'une perfusion lente et constante d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. D'accord. Donc en gros, le cerveau, il veut pas d'un feu d'artifice une fois par an, il a juste besoin d'une petite veilleuse allumée tous les soirs pour pas avoir peur dans le noir. C'est une excellente métaphore. 5 minutes d'attention ininterrompue au quotidien, où on maintient le contact visuel, ça envoie un message hyper puissant au subconscient. Ça lui dit quoi? Ça lui dit « En ce moment précis, tu es plus important que le reste du monde. Tu es plus important que mes urgences. » C'est un investissement minimum en temps, mais ça crée un effet cumulé gigantesque sur la confiance mutuelle. C'est l'antidote direct à l'habituation dont souffraient Anna et Marc. Tu te souviens? Bah oui, complètement. Et enfin, on arrive au troisième pilier, et honnêtement, je pense que c'est celui qui demande le plus de courage. Le dialogue immédiat face à la distance. Ouais. La règle est claire, si un froid s'installe, si on sent un mur invisible se lever après une dispute ou un malentendu, il faut refuser le silence. Il faut verbaliser tout de suite. Lucas résume ça avec une phrase percutante, il dit « Le silence éloigne, là où le dialogue, même quand il est terriblement inconfortable, rapproche. » C'est très juste. Le silence, il est très souvent utilisé comme un bouclier de protection. Pour pas se prendre la tête. Voilà. Ou pire, comme une arme de punition passive-agressive. Je te fais la gueule, tu devineras pourquoi. L'enfer, quoi. Mais, sur le plan cognitif, le cerveau a une sainte horreur du vide. Si l'autre est silencieux, le cerveau va automatiquement remplir ce vide avec les pires scénarios possibles.
C'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution, non? Exactement. On se raconte des histoires catastrophiques. Si l'autre ne parle pas, on se dit direct, c'est parce qu'il ne m'aime plus, il me méprise. Alors que la réalité, c'est peut-être simplement je suis terrifiée à l'idée de dire une bêtise, alors je me tais. Le fameux cerf pris dans les phares. Parfaitement. Le silence devient une sorte de toile vierge sur laquelle on projette toutes nos propres insécurités. Et en instaurant cette règle de briser le silence immédiatement, on coupe l'herbe sous le pied de cette paranoïa naturelle. On reprend le contrôle de la narration de la relation. On accepte la vulnérabilité de dire je me sens déconnecté en ce moment », plutôt que de laisser le silence construire des murs de rancœur infranchissables. C'est un exercice difficile mais salvateur. En mettant tout ça bout à bout, je trouve que la philosophie de ce documentaire prend une ampleur incroyable. Elle est très terre-à-terre et pourtant très profonde. Si on doit synthétiser le message de cette plongée dans les égouts de l'amour, dans toute cette ingénierie souterraine, c'est que la longévité, c'est pas une question de chance ou de destin cosmique. C'est une question de maintenance. Ouais. Le couple, c'est une structure qui demande un entretien intentionnel, une capacité à exprimer ses besoins sans accuser l'autre. Et la mise en place de micro-routines qui agissent vraiment comme un ciment protecteur. C'est le passage d'une vision un peu magique de l'amour à une vision artisanale, tu trouves pas? Si, complètement. L'amour n'est pas un état de grâce permanent, c'est une pratique quotidienne. Et pour quiconque souhaite prolonger cette réflexion, Lucas a intelligemment glissé une piste pour la suite de son projet. Ah, la suite s'annonce intéressante, oui. Le prochain volet de cette série documentaire, il va s'intituler « La première fois ». L'ambition, ce sera de retourner à la genèse, Au tout début. d'explorer le chaos émotionnel et les idéalisations de la toute première phase d'une relation, poursuivre ce travail de déconstruction des mythes, mais cette fois sur les fondations même de la rencontre. Ça s'annonce tout aussi révélateur que cet épisode. Assurément. Et d'ailleurs, pour clore notre analyse aujourd'hui, est-ce que tu aurais une dernière pensée à soumettre à la réflexion de tous et tous? Oui, j'aimerais proposer une ultime analogie. On est tous très fortement conditionnés à percevoir l'amour comme une quête épique. Ouais, trouver le Graal, quoi. C'est ça. On se dit qu'une fois le partenaire trouvé, une fois l'engagement pris, le trésor est acquis. Qu'il suffit de le ranger sagement sur une étagère et c'est bon. Fin de l'histoire, ils vécurent heureux. Mais les dynamites qu'on vient de disséquer, elles prouvent exactement l'inverse. Plutôt que de voir l'amour comme un objet qu'on a acquis une fois pour toutes, il serait beaucoup plus judicieux de le considérer comme une langue étrangère. Une langue étrangère. Oui, on peut passer des années à l'étudier, en maîtriser toutes les nuances, la grammaire, le vocabulaire. D'accord. Mais si on arrête brutalement de la pratiquer, ne serait-ce que 5 minutes par jour, on finit inexorablement par l'oublier. C'est vrai que sans pratique, on perd vite. Jusqu'au jour où l'on se retrouve face à l'autre, et on est totalement incapable de se comprendre. C'est une pensée qui donne un peu le vertige. Se réveiller un jour en ayant totalement oublié la langue de l'autre. D'où l'importance de pratiquer au quotidien. Il est donc crucial de descendre régulièrement à la cave pour vérifier la pression des tuyaux si on reprend notre métaphore du début. Exactement. La maintenance émotionnelle, c'est vraiment la clé de voûte de toute belle façade. C'est une excellente conclusion pour cette exploration minutieuse. Il ne reste plus qu'à s'assurer que notre propre tuyauterie émotionnelle fonctionne bien,